Le 8e mai 1945. Dachau, en Bavière. Les chars américains roulaient encore dans les rues détruites de la ville, les façades des bâtiments criblés de balles, la fumée s'élevant encore des débris épars. C'est dans cette atmosphère de chaos et de reddition que Margaret Himmler comprenait enfin que le monde qu'elle avait connu s'écroulait. Elle avait 44 ans. 44 ans pour construire une vie qui, en quelques heures, s'effondrerait comme du verre fin. Margaret ne portait pas d'uniforme, elle ne commandait pas d'armée, elle n'avait signé aucun décret de mort. Et pourtant, en ce moment précis où les Alliés balayaient les dernières résistances nazies, elle comprenait qu'elle était coupable d'une façon que peu de gens pourraient comprendre. Non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle n'avait pas empêché. Pour 30 années de vie conjugale avec Heinrich Himmler, l'homme qui, depuis son bureau confortable, avait orchestré l'exécution de plus de 6 millions de personnes. 6 millions. Le chiffre résonnait différemment maintenant. Pendant 30 ans, Margaret avait entendu parler de chiffres, des statistiques administratives distantes et aseptisées, transformées en jargon bureaucratique qui éloignait la réalité humaine. Mais en ce 8e mai 1945, en observant les soldats américains fouiller méthodiquement chaque bâtiment gouvernemental, elle comprenait soudainement ce que cela signifiait véritablement. 6 millions d'êtres humains. Des enfants qui ne verraient jamais grandir, des familles entières rayées de la surface de la terre. Et son mari, l'homme qui dormait dans le même lit qu'elle, qui prenait son petit déjeuner à sa table, était l'ingénieur administratif de ce cauchemar inimaginable. La question qui la hantait était celle-ci. Comment n'avait-elle pas su? Ou plus précisément, et c'était la question encore plus terrible, comment avait-elle pu ne pas vouloir savoir? Margaret avait grandi dans une Allemagne stable et cultivée. Son père était un docteur respecté. Elle avait été élevée dans les valeurs du devoir, de la famille, de la loyauté envers le mari. Lorsqu'elle avait épousé Heinrich Himmler en 1922, personne n'aurait pu imaginer la trajectoire que prendrait cet homme falot et méthodique. Pendant les premières années, il était un employé comme les autres, un homme ordinaire. Vraiment, ni particulièrement charismatique, ni particulièrement brutal. C'est peut-être cela qui rendait tout si terrifiant rétrospectivement. Le mal absolu pouvait porter le visage d'un homme très ordinaire qui rentrait chez lui après le travail. Mais les années passaient. Himmler grimpait les échelons du pouvoir nazi. Les rumeurs commençaient, des whispers discrets lors des dîners, des allusions prudentes parmi les épouses des autres dirigeants. On parlait de camps, on parlait de disparitions, on parlait de choses trop horribles pour être énoncées à haute voix. Et Margaret, elle écoutait, puis elle détournait son regard. Elle choisissait de ne pas voir. Elle élevait sa fille, elle tenait sa maison, elle jouait le rôle de l'épouse du leader nazi respectable. C'était une forme de connaissance particulière, une non-connaissance délibérée. Elle ne demandait pas de détails, elle ne lisait pas les rapports, elle évitait les conversations qui pourraient la forcer à connaître la vérité. Était-ce de l'innocence ou de la complicité? La réponse dépend de qui juge. Maintenant, assise dans cette Allemagne en ruine, regardant les soldats des Alliés avancer dans les rues, elle comprenait que cette distinction n'avait plus aucune importance. Le choix de ne pas savoir était lui-même un choix avec des conséquences. Les victimes ne distinguaient pas entre ceux qui avaient appuyé sur la gâchette et ceux qui avaient fermé les yeux par amour conjugal. Comment continuer à vivre sachant cela? Comment pourrait-on la voir autrement comme la femme de l'homme responsable de l'une des plus grandes atrocités de l'histoire humaine? Elle n'avait commis aucun crime criminel. Elle ne serait probablement pas jugée à Nuremberg. Et pourtant, elle serait jugée, perpétuellement, par l'histoire, par la mémoire collective, par elle-même. Ce qui commençait ce 8e mai 1945 n'était pas simplement la fin d'une guerre, c'était le début d'une punition qui durerait le reste de sa vie. Une punition subtile, psychologique, mais absolue. Elle serait pauvre, elle changerait de nom, elle travaillerait comme infirmière et masseuse. Elle vivrait dans l'ombre, rejetée par ceux qui avaient connu son ancien statut, haïe par ceux qui connaissaient son identité.
Mais ce qui faisait vraiment peur à Margaret en ce moment, ce qui causait une terreur qui dépassait la simple peur pour la sécurité physique, c'était de comprendre qu'elle devrait vivre avec la connaissance complète de ce qu'elle avait ignoré pendant 30 ans. Et cette connaissance, elle le savait déjà, serait plus difficile à supporter que n'importe quel châtiment imposé par les Alliés. Restez avec nous pour découvrir comment Margaret Himmler a navigué ce calvaire silencieux et comment son histoire révèle une vérité universelle sur la culpabilité, la complicité et le prix de l'ignorance délibérée. Margaret Himmler n'était pas une femme ordinaire, mais elle n'était pas non plus une figure publique. Née en 1901, elle avait grandi dans un environnement bourgeois allemand respectueux des valeurs traditionnelles. Son père était docteur, une profession qui conférait un statut social respectable. Sa mère venait d'une famille de classe moyenne aisée. Elle avait reçu l'éducation convenable pour une jeune fille allemande de son époque. Musique, langue, arts ménagers et surtout les vertus cardinales que chaque femme devait posséder, obéissance, discrétion, dévouement à la famille. Lorsqu'elle rencontra Heinrich Himmler en 1921, il n'était rien de remarquable. C'était un jeune homme de 21 ans, fils d'une famille respectable de Bavière, étudiant en agriculture. Leur famille se connaissait. Le mariage s'arrangea selon les convenances de l'époque. Il n'y avait pas de passion romantique, du moins pas dans les lettres conservées. Il y avait du devoir, de la convenance, de l'acceptation mutuelle que c'était le chemin que la vie traçait pour eux. Pendant les premières années de leur mariage, Margaret menait une vie de femme de classe moyenne allemande. Elle s'occupait de sa maison, elle donna naissance à une fille, Gudrun, en 1922. Elle nourrissait son enfant, l'élevait selon les principes qu'elle avait elle-même reçus. Pour tout le monde autour d'elle, elle était la femme idéale du temps, discrète, dévouée, efficace. Personne ne pouvait dire qu'elle ne remplissait pas son rôle avec excellence. Mais quelque part entre 1922 et 1933, tout changea. Son mari montait les échelons du pouvoir avec une précision bureaucratique remarquable. Il avait le talent pour l'organisation administrative, un talent terrifiant. Nous le savons maintenant. Il avait l'apparence physique qui n'impressionnait personne. Un visage pâle, des traits mous, des yeux froids derrière des lunettes cerclées de métal. Rien dans son physique ne suggérait qu'il deviendrait l'une des figures les plus terrifiantes du régime nazi. Margaret était intelligente, elle lisait, elle comprenait la politique. Et à mesure que son mari montait en puissance, à mesure que les conversations changeaient autour d'elle, à mesure que les rumeurs et les whispers devenaient plus bruyants, elle comprenait exactement ce qui se passait. Ou du moins, elle aurait pu le comprendre si elle avait choisi de regarder directement. C'est peut-être là que réside sa tragédie personnelle. Elle possédait l'intelligence pour savoir, mais elle avait choisi de ne pas savoir. Et ce choix, elle le savait au plus profond d'elle-même, était aussi un crime. Pas un crime légal, mais un crime moral. Un crime moral. Un crime d'omission. Un crime de silence. Margaret était mère. C'était son identité première. Sa fille, Gudrun, grandissait dans un foyer qui, de l'extérieur, paraissait privilégié. Gudrun avait les meilleures robes, elle allait dans les meilleures écoles, elle baignait dans l'atmosphère du pouvoir et de l'importance. Mais comment pourrait-on expliquer à une enfant que son père était responsable de l'assassinat de millions de personnes? Comment pourrait-on vivre dans cette contradiction permanente? Margaret avait développé une forme d'existence schizophrène. Au sein de sa maison, elle était l'épouse dévouée, la mère attentive. Elle préparait les repas, elle discutait de la vie quotidienne, elle essayait de maintenir une apparence de normalité. Mais au dehors, elle était consciente que cette normalité était bâtie sur un fondement d'horreur inimaginable. Chaque conversation à table était une conversation menteuse, chaque repas en famille était une charade. Et alors qu'elle vivait cette double vie, elle était de plus en plus isolée. Les autres épouses des dirigeants nazis avaient leur propre stratégie de déni. Amy Goring construisait sa propre forteresse émotionnelle. D'autres femmes se perdaient dans l'alcool ou dans les affaires. Margaret, elle, s'était enfermée dans une forme de perfectionnisme ménager. Si la maison était parfaite, si la vie de famille était parfaite, alors peut-être que le monde extérieur cessait d'exister. Peut-être que le mal que son mari perpétrait resterait confiné à ses bureaux. Loin de sa vie domestique pure. Mais c'était une illusion fragile.
Et tandis que 1945 approchait, tandis que la guerre se détériorait et que les défaites s'accumulaient, Margaret sentait que cette illusion se fissurait. Bientôt, elle s'effondrerait complètement. Et lorsqu'elle s'effondrerait, il ne resterait plus rien. Aucune maison, aucun statut, aucune identité, aucune place où se cacher. La découverte ne s'est pas faite d'un seul coup. Ce n'était pas comme si quelqu'un était entré dans la chambre de Margaret et lui avait dit brutalement et clairement « Votre mari a ordonné la mort de 6 millions de personnes ». La vérité s'est infiltrée lentement, goutte après goutte, jusqu'à ce que le vase déborde complètement. Cela a commencé par des documents. Margaret trouvait des papiers sur le bureau de son mari, des rapports qu'il ne prenait pas la peine de cacher complètement. Au début, elle ne lisait que les titres, puis elle commença à lire les premières lignes, puis les paragraphes entiers. Et plus elle lisait, plus l'horreur devenait cristalline. Déportation massive vers l'Est, centre de regroupement, camp de travail. Ce jargon bureaucratique doux et inoffensif, repris dans les documents officiels, masquait quelque chose. Margaret le savait. Elle l'avait toujours su, quelque part au fond d'elle. Mais maintenant, les mots refusaient de rester abstraits. Ils commençaient à prendre forme, à prendre sens, à se transformer en images mentales qu'elle ne pouvait pas repousser. Il y avait aussi les conversations qu'elle entendait, des conversations entre son mari et d'autres dirigeants nazis, des paroles prononcées tard le soir dans le bureau quand il croyait que personne n'écoutait. Elle se tenait en haut de l'escalier, le cœur battant à tout rompre, écoutant des hommes discuter de chiffres, des chiffres énormes. Nous avons déjà transféré plus de 100 000. Non, c'est au moins 350 000. Les estimations suggèrent que nous pourrions atteindre 1 million d'ici la fin de l'année. Elle écoutait ces conversations avec une terreur qui grandissait exponentiellement. 1 million de quoi? Il ne l'expliquait jamais clairement, il n'avait pas besoin de le faire. Margaret commença à faire des connexions. Une amie, Frau Rothenberg, avait disparu, simplement disparu. Personne ne parlait d'elle. Son nom était devenu tabou. Margaret avait demandé à son mari ce qui était arrivé à Frau Rothenburg. Il l'avait regardée d'une manière qui glaçait le sang. « Tu ne poses pas cette question », avait-il dit froidement. Pas une menace explicite, juste une instruction. Et Margaret avait compris que certaines questions ne devaient jamais être posées. Elle remarqua aussi les changements d'attitude des gens autour d'elle. Des collègues de son mari qui, une fois chaleureux et polis, étaient maintenant distants et froids. Des femmes qui, autrefois ses amies, qui l'évitaient maintenant. Elle le voyait, elle savait, elle comprenait tout ce que Margaret prétendait encore ne pas comprendre. La prise de conscience réelle vint en 1943. Un soir, tard, Margaret trouva son mari complètement ivre, une rareté. Heinrich Himmler était généralement un homme contrôlé, discipliné, glacial. Mais ce soir-là, il avait bu plus que d'habitude. Et dans son état d'intoxication, des paroles s'échappaient. Des paroles qu'il aurait normalement jamais prononcées en présence de sa femme. « Tu ne comprends pas », marronnait-il, son visage pâle, rouge d'alcool et d'émotion. « Tu ne comprends pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut endurer, pour la pureté de la race, pour l'avenir de l'Allemagne. » Margaret l'avait écouté, terrifiée, son cœur battant avec une intensité qui lui semblait intolérable. Elle le savait maintenant, elle savait vraiment. 6 millions n'étaient pas un nombre abstrait, c'étaient des visages, des familles, des enfants. Ce qui la terrorisait le plus, bien plus que le jugement des autres, bien plus que la punition gouvernementale qu'elle imaginait inévitable, c'était cette question. Comment continuer à vivre en sachant cela? Comment pourrait-elle jamais rester assise à sa table de salle à manger et prendre le repas que son mari avait ordonné? Comment pourrait-elle jamais le regarder dans les yeux à nouveau, sachant que ses yeux avaient lu les rapports détaillant la mort organisée de millions d'êtres humains? Elle comprenait maintenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité, une fois connue, ne pouvait jamais être inconnue. Dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà entendu parler de ces histoires de femmes de nazis après la guerre? Il n'y avait plus d'illusions après cette nuit. Margaret entra dans une phase nouvelle de sa vie, une phase où elle savait trop.
Une phase où chaque détail de sa vie quotidienne prenait une dimension sinistre et inévitable. Elle commença à rechercher délibérément. Elle fouilla le bureau de son mari pendant qu'il était absent. Elle lut les rapports complets, pas seulement les fragments qu'elle avait aperçus avant. Et ce qu'elle découvrit transcendait l'horreur. C'était une architecture de mal systématique, minutieusement documentée par des bureaucrates froids comme le marbre. Les chiffres explosaient devant ses yeux. 6 millions de Juifs. Mais ce n'était pas tout. Il y avait les Roms, il y avait les prisonniers politiques, il y avait les homosexuels, il y avait les handicapés. Les estimations totales approchaient les 11 millions. 11 millions d'êtres humains dont l'existence avait été décidée comme indésirable dans le vision du Troisième Reich. 11 millions. C'était plus que la population entière de plusieurs petits pays. Et son mari, cet homme qui s'endormait à côté d'elle, cet homme dont elle connaissait les habitudes quotidiennes, les préférences culinaires, les lectures favorites, était l'ingénieur en chef de ce génocide administratif. Margaret lut les descriptions des camps. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek. Les noms résonnaient avec une réalité implacable. Chaque nom représentait un centre d'assassinat ordonné, bureaucratisé, exécuté avec une précision allemande typique. Les conditions décrites, surpeuplement extrême, faim systématique, maladies non traitées, c'était de la mise à mort organisée déguisée en camp de travail. Les détails techniques pullulaient dans les rapports. Il y avait des calculs sur l'espace disponible par prisonnier, des énergies discutées sur l'efficacité de différentes méthodes d'exécution, des débats administratifs sur le transport des victimes. Tout était écrit avec un ton aussi neutre et factuel que si l'on parlait de livraison de fournitures agricoles. C'est cette normalité bureaucratique du langage qui rendait tout encore plus horrifiant. Margaret apprit les détails des chambres à gaz. Elle lut que les nazis les avaient d'abord utilisées comme expérience, gazant les prisonniers de guerre soviétiques et les handicapés allemands. Puis ils avaient raffiné le processus, ils avaient amélioré l'efficacité. 11 chambres à gaz à Auschwitz seules, capables d'exécuter jusqu'à 7000 personnes par jour. Chaque jour, 7000. C'était une usine de mort. Et ce qui fit basculer Margaret au-delà d'un point de non-retour fut la découverte des lettres personnelles. Elle trouva, cachée au fond d'un tiroir du bureau de son mari, une correspondance avec d'autres officiers nazis. Dans ces lettres, Heinrich Himmler écrivait avec une certaine fierté, une fierté glaciale et perverse, sur la solution finale. Il parlait des défis logistiques, il discutait des problèmes de déchets, c'est comme cela qu'il appelait les cadavres des victimes. Une phrase la frappa comme un coup physique. Le projet avance selon les spécifications. Les estimations suggèrent que nous atteindrons l'objectif d'élimination complète d'ici 1944. L'objectif d'élimination complète. Ces mots, ces 4 mots. Cela signifiait que son mari ne tuait pas en réaction à quelque chose. Ce n'était pas un crime passionnel ou une vengeance. C'était un projet avec des objectifs, des délais, des estimations. C'était un travail. Margaret sentit quelque chose se rompre en elle. Une structure psychologique fondamentale s'effondra. Elle s'effondra dans un fauteuil, tremblante, ses mains serrant les papiers qui confirmaient que l'homme auquel elle était mariée depuis plus de 20 ans était responsable de la plus grande atrocité de l'histoire humaine. Elle pensa à sa fille, Gudrun, maintenant une jeune femme. Qu'était sa fille, sinon la fille de ce monstre ? Qu'étaient tous les petits privilèges de sa vie, les robes, les écoles, les positions sociales, sinon les fruits du sacrifice de millions de victimes ? Margaret comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire, pas de reddition possible, pas de pardon possible, pas même pour elle-même, qui avait fermé les yeux volontairement pendant des années. Le moment approchait où elle devrait affronter son propre rôle dans cette machinerie de mort. La tension dans sa poitrine devint insupportable. Elle était à la limite du point de rupture psychologique. Le moment de vérité arriva sans annonce préalable. C'était une nuit ordinaire, 1944, quelques mois avant que tout ne s'effondre.
Margaret était assise seule dans le salon de leur résidence, un verre de vin à la main, tremblante. Elle avait les rapports devant elle, tous. Elle les avait lus 100 fois. Elle en connaissait chaque ligne, chaque chiffre, chaque statut. Mais cette nuit, quelque chose changea. Ce ne fut pas une pensée unique qui émergea. C'était plutôt une cristallisation soudaine de tous les fragments fragmentaires qu'elle avait refoulés pendant des années. Chaque rumeur, chaque conversation entendue, chaque document lu, tout se rassembla soudainement en une image complète et impossible à nier. 6 millions de Juifs, 2 millions de Roms et Sintis, 1,5 million de prisonniers politiques, plus de 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques, 300 000 handicapés allemands éliminés humanitairement, 200 000 homosexuels, des centaines de milliers d'autres témoins de Jéhovah, réfugiés, asociaux. 11 millions d'êtres humains avaient cessé d'exister à cause des décisions prises dans le bureau de son mari. Margaret se leva, chancela presque, la pièce tournait. Elle regarda ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Ses mains avaient caressé l'homme responsable. Ses mains avaient préparé ses repas. Ses mains avaient servi de la tendresse à l'ingénieur du génocide le plus systématique de l'histoire. Elle pensa à ses mains, aux mains des victimes. 11 millions de paires de mains. Ils avaient tous eu des mains qui ont écrit, qui ont caressé, qui ont tenu d'autres mains. Et tout cela avait été détruit. Margaret alla à la fenêtre. Berlin était silencieux cette nuit. Elle regarda les étoiles, ce même ciel que voyaient peut-être les prisonniers des camps. Était-ce possible que sous le même ciel, un homme puisse ordonner la mort systématique de 11 millions d'autres êtres humains? Comment l'univers le permettait-il? Comment Dieu le permettait-il? Elle repensait à chaque repas familial, à chaque conversation banale sur le jardin, sur la santé de Gudrun, sur les affaires domestiques. Pendant tous ces repas, pendant tous ces moments d'apparente normalité, des gens mouraient, des enfants mouraient, des familles entières, des familles comme la sienne, étaient exterminées. Comment avait-elle pu rester assise à cette table et sourire? Comment avait-elle pu entendre les cris silencieux de 11 millions de victimes et continuer à vivre comme si de rien n'était? La réalisation frappa Margaret avec la force d'une explosion. Elle n'était pas innocente. Elle n'avait pas pu prétendre l'innocence. Pas après avoir lu les documents, pas après avoir entendu les confessions alcoolisées de son mari. Elle avait choisi de vivre avec le luxe que le génocide permettait. Elle avait choisi de fermer les yeux. Elle avait choisi de rester. Et pire encore, elle savait maintenant que ce choix ne pourrait jamais être fait inexister. Il était écrit dans l'histoire, c'était enregistré. Un jour, le monde saurait, un jour, les détails émergeraient. Et elle serait jugée, non pas comme auteur des crimes, mais comme témoin complice, comme l'épouse de l'architecte, comme la femme qui avait dormi à côté du monstre. Margaret s'effondra dans un fauteuil, sanglotant convulsivement. C'était un désespoir au-delà des mots. Ce n'était pas de la peur pour elle-même, bien que cela vienne aussi. C'était la compréhension écrasante de la magnitude absolue de l'horreur. 11 millions de vies qui ne verraient jamais la fin de la guerre. 11 millions de vies qui ne verraient jamais la paix. 11 millions de vies qui avaient été réduites à des statistiques dans les classeurs de son mari. Et elle était liée à cela, fatalement, inévitablement liée, par le mariage, par la proximité, par son choix de rester silencieuse. Il y avait une image qui revint obsessivement à son esprit. Elle avait vu une photographie, cachée bien sûr, mais elle l'avait vue, d'une fosse commune à Babillard. Des milliers de cadavres jetés les uns sur les autres. 33 000 personnes tuées en 2 jours. Et cela n'était qu'un seul endroit, qu'une seule tragédie parmi tant d'autres. Margaret se posa la question qui la hanterait pour le reste de sa vie. Comment l'Allemagne, son Allemagne, cette nation de culture, de musique, de philosophie, comment avait-elle pu descendre si profondément dans l'abîme? Et plus personnellement, comment elle-même avait-elle-même pu descendre si profondément? La nuit s'éternisa. Margaret pleura jusqu'à épuisement.
Elle savait maintenant, vraiment, complètement, ce qu'elle était. Et elle ne pourrait jamais se le pardonner. Dites-moi, vous pensiez que les épouses des criminels de guerre nazis n'avaient pas de responsabilité? Partagez votre avis dans les commentaires. Margaret fit une tentative, une seule. Cela suffit à comprendre que la vérité ne serait jamais entendue. C'était au début de 1944. La situation militaire allemande se détériorait rapidement. Les soviétiques avançaient du sud-est. Les Alliés préparaient le débarquement en Normandie. Les murmures parlaient de défaite. Même les plus fanatiques comprenaient que la fin était inévitable. Margaret se dit que peut-être, maintenant, quelqu'un écouterait. Si le régime s'effondrait, si le Führer perdait sa popularité, peut-être que les crimes pourraient être exposés avant que le monde entier soit détruit. Elle alla voir son propre père. Le docteur Boden était un homme respecté, un homme d'influence. Il était vieux, il voyait peu, mais il était toujours écouté. Margaret lui dit tout. Pas d'ornements, pas de détails atténués, tout. Elle vit la réaction sur le visage de son père se transformer. D'abord l'incrédulité, puis l'horreur, puis quelque chose de pire encore, la peur. Il écouta sa fille en silence complet, ses mains tremblant légèrement. Quand elle eut terminé, il eut un silence qui semblait durer des heures. Puis son père dit simplement « Il faut que tu arrêtes. Tu dois absolument arrêter de parler de cela. » « Père, supplia Margaret, vous ne comprenez pas, c'est inimaginable, c'est... » « Je comprends très bien, l'interrompit son père d'une voix étouffée. Et c'est exactement pour cela que tu dois te taire. Tu veux te faire tuer? Tu veux que ta fille soit tuée? La Gestapo écoute, toujours, partout. Si tu dis une seule parole de cela à quelqu'un d'autre, ils te trouveront, ils te tueront, et ils tueront ta fille. Mais père, non! Son père se leva, son corps frêle tremblant de rage et de terreur. Tu vas rentrer chez toi, tu vas continuer à jouer le rôle d'épouse dévouée, tu vas sourire, tu vas servir les repas, et tu vas garder ce secret jusqu'à la fin de tes jours. C'est ta seule chance de survie, c'est la seule chance de survie de ta fille. Margaret s'effondra en sanglots. Son père la tint maladroitement dans ses bras, lui caressant les cheveux comme il l'avait fait quand elle était enfant. « Je suis désolé, murmura-t-il, je suis tellement désolé. Mais ce que tu décris, c'est trop grand, c'est trop puissant. Il n'y a rien que nous puissions faire, rien. » Elle essaya une deuxième fois. Elle alla voir un prêtre. Sûrement, pensait-il, un homme d'église comprendrait. Un homme d'église pourrait faire quelque chose, pourrait prier, pourrait plaider auprès de Dieu. Elle lui dit tout en confession. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il y eut un long silence. Puis il dit, d'une voix tremblante, « Ma fille, je ne peux pas vous absoudre de cela. C'est au-delà de mes pouvoirs, c'est au-delà du pouvoir de n'importe qui. Nous vivons dans les temps apocalyptiques, le mal règne, et nous ne pouvons que survivre. »« Comment pouvez-vous dire cela ?» demanda Margaret hystérique. « Comment pouvez-vous dire que nous ne pouvons rien faire ?»« Parce que c'est la vérité. » dit le prêtre doucement. « Je suis conscient, je sais ce qui se passe. Mais parler serait suicidaire. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. » Margaret comprit qu'il n'y avait pas d'issue. Elle rentra chez elle. Elle continua à vivre. Elle continua à sourire. Elle continua à servir les repas à l'homme responsable de 11 millions de meurtres. Mais l'ironie écrasante, était que pendant tout ce temps, Heinrich Himmler voyait quelque chose qui l'inquiétait chez sa femme. Il voyait sa distance grandissante. Il voyait la façon dont elle le regardait maintenant, avec une expression qui ressemblait à du dégoût. Et dans sa paranoïa, il commença à se demander si elle était une espion, si elle travaillait pour les Alliés, si elle allait le trahir. Il interrogea discrètement ses serviteurs. Il lut ses lettres privées. Elle n'en écrivait plus aucune. Il l'écouta. Et ce qu'il découvrait, c'était juste une femme brisée, une femme qui savait trop et qui ne pouvait rien faire. Une femme qui était dans le même prison que lui, mais sans la consolation d'être complice volontaire. C'est à ce moment que la relation entre Margaret et Heinrich changea fondamentalement.
Il n'y avait plus d'apparence de tendresse conjugale. Il n'y avait plus de conversation simple. Il n'y avait que du silence et de la tension croissante. Deux personnes vivant dans le même espace, l'une sachant exactement ce que l'autre avait fait, l'autre voyant sa femme se transformer progressivement en témoin accusatrice silencieuse. L'ironie tragique était que Margaret, même en tentant de faire la chose morale, n'avait fait que confirmer l'impossibilité de toute action. Personne ne voulait savoir, personne ne pouvait l'aider, personne n'avait le courage de se lever et de dire non. Et donc, elle vécut dans cette tension croissante, sachant que la fin approchait, sachant que le régime s'effondrait, sachant que bientôt le monde entier découvrirait ce qu'elle avait découvert dans les documents de son mari. Bientôt, elle devrait faire face à ce moment qu'elle redoutait depuis des années, le moment où elle ne pourrait plus se cacher, le moment où la vérité se manifesterait pleinement, et elle serait jugée pour avoir fermé les yeux. Qu'auriez-vous faire à sa place? Répondez dans les commentaires. Le 8e mai 1945, l'Allemagne se rendit. Et maintenant, tout ce que Margaret avait tenté de refouler, tout ce qu'elle avait espéré rester secret, explosait à la face du monde entier. Les rapports commencèrent à émerger. Les Alliés trouvaient les documents, des centaines de milliers de documents. Chaque rapport, chaque mémo, chaque statistique que Heinrich Himmler avait méticuleusement enregistré. L'administration nazie était tellement organisée, tellement précise, qu'elle avait laissé un dossier complet de ses propres crimes. 11 millions n'était plus un nombre abstrait, c'était documenté, c'était prouvé, c'était incontournable. Margaret lut les chiffres dans les journaux. Elle voyait son propre savoir rendu public, transformé en faits historiques incontestables. 6 millions de Juifs, 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques, 2 millions de Roms, 1,5 million de prisonniers politiques, 300 000 handicapés, 200 000 homosexuels et des millions d'autres, réfugiés, asociaux, témoins de Jéhovah. 11 millions au total. 11 millions dont le Reichsführer SS Heinrich Himmler était directement responsable. Margaret voyait le visage de son mari dans les journaux, terrifié maintenant, fuyant, capture. Elle lut que Heinrich Himmler avait tenté de s'échapper, qu'il avait avalé une capsule de cyanure en étant capturé par les Britanniques le 23 mai. Il était mort sans jamais être jugé, sans jamais avoir à faire face complètement à ses crimes. Et elle devait continuer à vivre. Les autorités d'occupation vinrent la chercher quelques semaines après la fin de la guerre. Ils ne l'ont pas arrêtée comme criminelle de guerre majeure, mais ils l'ont interrogée pendant des heures, des jours, des semaines. Qu'avait-elle su? Quand l'avait-elle su? Pourquoi n'avait-elle rien dit? À chaque question, Margaret sentait la tombe se refermer autour d'elle. Elle ne pouvait pas mentir, les Alliés avaient les documents. Ils savaient qu'elle avait eu accès à l'information. Ils savaient qu'elle n'avait pas pu prétendre l'ignorance. Et donc, elle admit. Elle admit avoir lu les rapports. Elle admit avoir écouté les conversations. Elle admit avoir connu la magnitude des crimes. « Pourquoi n'avez-vous rien fait ?» demanda l'interrogateur américain, son visage impassible. Margaret ouvrit la bouche pour répondre. Mais quelle réponse pouvait-elle donner? Qu'elle avait eu peur? Que c'était l'homme qu'elle aimait, ou du moins qu'elle avait cru aimer? Que le système était trop puissant? Que personne ne l'aurait écouté? « Je ne savais pas quoi faire, dit-elle finalement, d'une voix qui semblait venir d'une autre personne. L'interrogateur soupira. Il repoussa le dossier. « Vous aviez le choix, dit-il simplement. Vous aviez le choix et vous avez choisi le silence. » Ses biens furent saisis, la maison, les meubles, les vêtements, tout. Elle fut classée comme « personne compromise », ce qui signifiait qu'elle était tenue responsable, au moins partiellement, de l'association avec le régime nazi. Elle perdit le droit de travailler comme infirmière, du moins au début. Elle dut changer de nom. Elle s'appela désormais Margaret Himmler, ou parfois Margaret Boden. Mais personne ne voulait employer la femme d'Heinrich Himmler. Quand on découvrait qui elle était, les portes se fermaient. Finalement, après des années, elle trouva du travail comme masseuse, en gagnant à peine de quoi survivre.
Elle vivait dans la pauvreté, dans l'anonymat, constamment consciente que son nom était lié à l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Sa fille, Gudrun, souffrit également. Le poids du nom Himmler était insupportable. Elle changea de nom, se rebaptisa, essaya d'effacer son passé. Mais l'histoire ne l'oublia jamais complètement. Elle était la fille du Reichsführer SS. Cette identité l'ont poursuivie pour le reste de sa vie. Margaret regardait les chiffres s'accumuler. Les historiens publiaient des études. Chaque étude confirmait ce qu'elle savait. 6 millions de Juifs morts à Auschwitz seuls. 100 000 par mois au point culminant. 3 000 par jour en moyenne pendant 4 années complètes. Les chambres à gaz de Treblinka avaient exécuté 900 000 personnes en 13 mois. Sobibor, 250 000 en 18 mois. Majdanek, 300 000. Et ces chiffres, ces énormes, écrasants, incompréhensibles chiffres, c'était ce que son mari avait ordonné. C'était son œuvre, c'était son legacy. Margaret vécut 21 ans après la fin de la guerre, 21 ans d'exil silencieux, 21 ans à vivre avec la connaissance. 21 ans, sachant que 11 millions de personnes n'avaient pas eu cette opportunité, que 11 millions d'êtres humains avaient été exterminés à cause de décisions prises dans le bureau de l'homme auquel elle était mariée. Elle mourut en 1966 à l'âge de 65 ans. L'histoire l'a considérée comme une victime mineure du nazisme. Pas coupable des crimes spécifiques, mais aussi pas innocente, figée dans une zone grise morale qui la damna éternellement. La leçon ? La validité de tout ce que Margaret avait redouté devint absolue. Le silence face au mal est un choix, et ce choix a un prix qu'elle a payé pour le reste de sa vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que l'indifférence n'est jamais l'innocence. Margaret Himmler était une femme ordinaire. C'est peut-être la leçon la plus terrifiante de toute son histoire. Elle n'était pas un monstre, elle n'était pas particulièrement cruelle ou sadique. Elle était une mère de classe moyenne, une épouse, une fille, quelqu'un qui aurait pu être votre voisine, votre cousine, votre amie. Et pourtant, elle a vécu aux côtés de l'un des plus grands criminels de l'histoire sans jamais vraiment agir contre lui. Pas par malveillance, mais par peur, par habitude, par la commodité du déni, par l'amour ou l'illusion d'amour qui l'y retenait. 11 millions de personnes ont été assassinées, 11 millions. C'est une population plus grande que celle de la Belgique entière. C'est plus que la population de la Suisse. C'est plus que la population combinée de la Suisse et de l'Autriche. 11 millions d'êtres humains, chacun avec un nom, une famille, des rêves, une vie intérieure complexe. Tous réduits à zéro. Et pendant ce temps, Margaret servait le dîner. Des historiens ont débattu pendant des décennies. Était-elle complice? Était-elle une victime? La réponse que nous avons finalement acceptée est la plus troublante. Elle était les deux à la fois. Elle était une victime du système qui l'avait élevée, du mariage qui l'avait piégée, de la terreur qui l'avait silencée. Mais elle était aussi une complice volontaire, quelqu'un qui avait choisi le confort personnel plutôt que la conscience morale. Ce choix a eu un prix. Elle a payé pendant 21 ans après la guerre, 21 ans de pauvreté, d'exil, de culpabilité. Elle a travaillé comme masseuse pour survivre. Elle a changé de nom. Elle a été rejetée par ceux qui la connaissaient autrefois. Elle a vécu en marge de la société allemande, marquée à jamais par l'association avec l'homme qu'elle avait aimé. Mais pire encore, beaucoup, beaucoup pire, c'était de vivre avec la connaissance, de savoir qu'elle aurait pu faire quelque chose, de savoir que le silence était un choix, de vivre avec cette connaissance pendant plus de 2 décennies, chaque jour, jusqu'à ce que la mort la libère finalement. La loi de Nuremberg essaya de définir la culpabilité. Il y avait 10 catégories de responsabilité. Mais Margaret ne correspondait à aucune d'entre elles exactement. Elle n'avait pas porté les armes, elle n'avait pas signé les ordres, elle n'avait pas supervisé directement. Et pourtant, elle était là. Elle savait, elle avait fermé les yeux. C'est la question que nous devons nous poser. Si vous aviez été à sa place, auriez-vous agi différemment? Auriez-vous eu le courage que Margaret n'avait pas? Ou aurions-nous tous fait exactement la même chose? L'histoire ne nous pardonne généralement pas de répondre honnêtement à cette question.
Nous préférons croire que nous aurions été plus braves, que nous aurions parlé, que nous n'aurions pas pu fermer les yeux face au mal absolu. Mais l'histoire de Margaret nous enseigne une vérité plus profonde. Le mal n'a pas besoin de connaissances complices, il a juste besoin du silence. Il a juste besoin de gens ordinaires qui choisissent de ne pas voir, de ne pas agir, de ne pas risquer leur propre confort pour sauver d'autres. Pensez à combien de gens auraient dû connaître. Pensez à tous les soldats qui ont gardé les camps. Pensez à tous les administrateurs qui ont traité les documents. Pensez à tous les médecins qui ont participé aux expériences médicales. Pensez à tous les policiers qui ont aidé à les arrêter. Pensez à tous les voisins qui ont entendu les rumeurs et n'ont rien dit. Des millions de gens, des millions qui ont su ou fortement soupçonné. Et la majorité d'entre eux, comme Margaret, ont choisi de continuer à vivre leur vie normale pendant que 11 millions de personnes étaient systématiquement exterminées. C'est un parallèle qui résonne douloureusement dans le monde moderne. Combien de nous sommes complices de l'injustice? Combien de nous savons, mais choisissons de fermer les yeux? Combien de nous bénéficions de systèmes qui exploitent ou blessent d'autres et combien d'entre nous choisissons de ne pas voir? Margaret Himmler est morte en 1966. Elle a eu 65 ans. Elle n'a jamais écrit un livre. Elle n'a jamais cherché l'absolution. Elle n'a jamais essayé de plaider son innocence au public. Elle a simplement vécu ces dernières années dans le silence, portant le poids de ce qu'elle savait et ce qu'elle n'avait pas fait. La dernière leçon qu'elle nous laisse est peut-être la plus importante. Il n'y a pas de neutralité morale. Le silence face à l'injustice n'est pas neutre, c'est un choix. Et ce choix a des conséquences, pour les autres et finalement pour nous-mêmes. Margaret a payé. Pas autant que les 11 millions qui ont été assassinés. Pas autant que ces familles qui ont dû vivre sans eux. Mais elle a payé. Et sa vie a servi de monument silencieux à la tragédie de ce que nous pouvons accepter quand nous choisissons de ne pas agir. La question qu'elle nous pose éternellement est simple mais inévitable. Que choisirez-vous de voir? Et plus importante encore, que choisirez-vous de faire avec cette connaissance? Abonnez-vous et activez la cloche pour que vous ne manquiez jamais l'occasion de comprendre ces histoires cruciales qui façonnent notre humanité.